Bonjour chers auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, la Voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique qui émet depuis New York City avec John Kayembe. John Kayembe reçoit pour vous aujourd'hui M. Jean-Pierre Mbelou, un grand intellectuel congolais, une sommité de la crème intellectuelle congolaise. Avec lui, nous allons parler de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Mbelou. Nous allons ensemble avec vous parler un peu de ce qu'est la situation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous poser une très petite question. Est-ce que vous êtes satisfait de l'allure avec laquelle la situation politico-sociale évolue en République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Mbelou? D'abord, je voudrais corriger la dénomination de notre pays que vous utilisez. La République démocratique du Congo, ça ne signifie pratiquement rien. Je préfère, moi, parler du Congo-Kinshasa. Le Congo, si nous parlons de la République démocratique du Congo, nous nous méprenons sur le fait que le Congo-Kinshasa actuel est un État manqué, est un État failli. Il n'y a pas de république. Cela d'autant plus qu'il est géré par un conglomérat d'aventuriers qui essayent de s'accaparer de toutes les richesses du pays et de ce que le pays produit en clochardisant nos populations, en faisant des indigents que l'on peut entasser dans les morgues ou dans les fosses communes. C'est une façon de vous dire qu'il serait malheureux d'être satisfait de la situation du pays telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc nous sommes dans une situation d'un pays sous occupation, d'un pays sous tutelle, d'un État raté, d'un État failli. On ne peut rien attendre de bon d'un État sous tutelle, d'un État failli, d'un pays sous occupation. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, ce vocable est vraiment connu de tous. Voici plus de 10 ans. Le pays est sous tutelle, le pays est sous occupation. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer qui a occupé le pays, qui a assujetti le pays à sa direction? Pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays-là, il est important de remonter jusqu'aux années 60 à l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba, premier ministre élu au suffrage universel en 1960 et assassiné en 1961, plus précisément le 17 janvier 1961. Avec cet assassinat, les forces extérieures, les puissances extérieures mettaient fin à la légitimité du pouvoir au Congo. 4 ans après, en 1965, ces forces aideront M. Mobutu à pouvoir réussir à un coup d'État et à destituer le président Kasavubu. Depuis lors, ces forces extérieures, ces maîtres du monde, comme nous les appelons de temps en temps, ne sont plus partis de notre pays. Ils l'ont dirigé par des marionnettes interposées, mais aussi en le soumettant à leurs bras économiques composés de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, jusqu'au moment où, vers les années 80, par exemple, ils imposeront à ce pays-là les programmes d'ajustement structurel, c'est que on appelle aujourd'hui communément en Occident les mesures d'austérité. Nous les avons connues déjà vers les années 60 et elles ont été reprises avec le pouvoir os actuel quand le Congo a été approché par ces institutions financières dites internationales
comme un pays pauvre très endetté. Donc, assassinat de Lumumba, crise de légitimité, coup d'État de Mobutu en 1965, imposition des mesures, des programmes d'ajustement structurel pendant très très longtemps, et un peu plus vers les années 1980. Et pour casser la dynamique interne congolaise engagée dans la conférence nationale souveraine, il y a eu, vers les années 90, cette guerre dite de basse intensité, une guerre raciste de prédation menée par les mêmes forces qui ont participé à l'assassinat de Lumumba en 1961. Et ces forces, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont embrigadé quelques Congolais et elles ont travaillé avec des proxys qui ont été le Rwanda de Paul Kagame, l'Ouganda et de Museveni et le Burundi et bien d'autres pays pour pouvoir faire main basse sur le Congo-Kinshasa, en faire à tout jamais un réservoir de matières premières stratégiques, mais aussi exterminer sa population et balkaniser le pays. Vous comprendrez que c'est dans cette perspective-là que certains compatriotes ont travaillé à produire des livres, des documents, des livres suffisamment documentés pour pouvoir relire cette histoire du génocide congolais qui n'a pas commencé simplement au moment où la guerre nous a été imposée vers les années 90. Hein, vous pouvez lire par exemple le livre de notre compatriote Boniface Moussavouli, qui lui remonte déjà à la colonisation, et le livre a pour titre les génocides congolais du roi Léopold II, de Léopold II à Kagame. Vous voyez, c'est toute une histoire de plus de 60 ans, parce que là nous remontons déjà à la division de l'Afrique, à la conférence de Berlin en 1885. C'est toute une histoire faite de colonisation, de traite négrière, de guerre de basse intensité, de pillage, de prédation, d'extermination des Congolais, mais aussi une guerre qui s'en prend à la culture congolaise pour faire des Congolais tout simplement des indigents, un peuple meurtri, assujetti, un peuple qui n'a pas d'assises traditionnelles et culturelles. Donc, c'est bien d'avoir constamment en tête cette histoire pour comprendre ce qui se passe maintenant. Nous avons la chance d'avoir, par exemple, un Américain, un Russe qui ont écrit un petit livre magnifique. C'est Noam Chomsky et André Bletchley qui ont écrit L'Occident terroriste. Et dans ce livre, ils parlent du génocide congolais, un petit livre de quelques pages seulement qu'il faudrait lire et relire pour comprendre ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Ok, monsieur Jean-Pierre Mbelou, c'est bien de nous renvoyer dans l'histoire, et l'histoire est très claire, mais que certaines personnes ignorent. Nous avons vu les Congolais, cette crème intellectuelle qui s'est mis aussi à la recherche de plus de solutions pour la sortie de cette occupation et de ces sous-tutelles. Mais une des plus grandes solutions, ou quelques solutions que nous avons actuellement sur terrain, c'est pratiquement le conclave de Bruxelles que vous avez aussi suivi comme moi. À l'issue de ces 2 ou 3 jours de discussion, une des recommandations est celle de vouloir que les États-Unis soient impliqués dans le système de recherche des solutions, en particulier s'accoupler à M. Edem Kodjo, les facilitateurs. Est-ce que vous ne voyez pas que recourir encore et encore à cette communauté internationale, quelle que soit son obédience, États-Unis, Union européenne, OIF et consorts, c'est encore une fois une façon de revenir à demander à ce que ces gens continuent à nous donner les directions? Oui,
Sur cette question du conclave, il y a à manger, à boire. Hein, vous faites bien de pouvoir mentionner la question. Regardez, vous vivez aux États-Unis. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des Noirs qui sont massacrés et tués en permanence dans ce pays-là? Au jour le jour, oui. Et comment voulez-vous? Alors, je vous pose une petite question avant de continuer. Comment voulez-vous que les mêmes qui tuent les Noirs aux États-Unis seraient disposés à prendre le parti des Noirs au Congo? Pourquoi n'arrivons-nous pas, ne fût-ce qu'un seul instant, à pouvoir y réfléchir en situant le Congo dans un cadre beaucoup plus large? Le Congo, Kinshasa, n'est pas une île. Nous ne pouvons pas analyser ce qui se passe au Congo en ayant les yeux fermés sur ce qui se passe à travers le monde. Nos compatriotes africains immigrés aux États-Unis sont tués au jour le jour. Et si, maintenant que mon livre est prêt, vous pouvez un jour tomber là-dessus et le lire, j'évoque ce qui s'est passé au Vietnam pendant la guerre que les États-Unis menaient là-bas. Et quel est le titre du livre? Le livre, c'est À quand le Congo? À quand le Congo? C'est un livre d'entretien avec Patrick Ifongue. À quand le Congo? Réflexions et propositions pour une renaissance africaine. J'y fais allusion à ce qui était écrit à l'entrée d'un camp militaire américain au Vietnam. Il était écrit ceci: tuer est un business. Et ici, le business marche très bien. Ah, vous savez lire ça dans ce livre et dans certains des articles que j'ai déjà publiés. Tuer est un business. Et ici, le business marche très bien. Vous savez que nous comptabilisons aujourd'hui jusqu'à plus de 5 millions de victimes de ce génocide congolais, orchestré par les anglo-saxons à travers leur guerre de basse intensité, menée par des proxys interposés. Alors comment pouvons-nous, au même moment, voir ce qui se passe à travers beaucoup d'autres pays, la destruction de l'Irak? Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, que Tony Blair a été attaqué par ses compatriotes à cause de la guerre qu'il avait menée de concert avec les États-Unis en Irak. Une guerre qui a fait plus de 170 000 morts. Comment pouvons-nous voir cela, toutes les guerres menées en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, et croire que les mêmes qui mènent ces guerres-là et qui essaient d'exterminer nos compatriotes africains qui vivent chez eux vont un jour trouver des solutions à une guerre de basse intensité qu'ils ont initiée au Congo vers les années 90. Là, le conclave pose une question. Alors, et nous disons... On doit être spécifique, conclave de Genval. De Genval. Oui. C'est là que nous disons, en réfléchissant, nous disons, ce conclave s'est engagé sur une fausse piste, au point de verser dans le larbinisme. Vous ne pouvez pas, à un certain moment, ramper devant vos bourreaux et les applaudir. En fait, c'est la reconduction de la pensée néocoloniale. Alors, pour mieux réfléchir sur cette question, nous devons pouvoir imaginer des voies et moyens qui rompent d'abord. Hier, on n'a pas vu les Vietnamiens aller demander à ceux qui leur faisaient la guerre de pouvoir y mettre fin. Ils se sont battus seuls. Hier, n'oubliez pas que ce qui se passe au Congo s'est déjà passé dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, quand l'Allemagne a attaqué l'URSS vers les années 17, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale,
surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un plan d'extermination et d'extermination des Russes et d'occupation de leur pays. Et ce plan, qu'on appelait plan Ost, a coûté à la Russie plus de 27 millions de morts. Et quand vous lisez le livre qui nous en parle, le livre de Robert Charvin, intitulé « Faut-il détester la Russie ?», vous vous rendez compte que ce sont les Russes eux-mêmes qui, malgré les sacrifices, se sont battus pour rompre avec l'occupation de leur pays, avec cette guerre de soumission et d'assujettissement. Pourquoi voulons-nous faire exception à cette règle? Pourquoi ne voulons-nous pas voir cette voie sur laquelle les autres se sont engagés avant nous? Et pourquoi voulons-nous nous verser dans le larbinisme? Alors, ceux qui estiment que cela peut être une solution aux questions cruciales qui se posent au Congo aujourd'hui, c'est leur droit. Mais nous n'acceptons pas qu'ils disent que comme eux ont déjà réfléchi, les autres Congolais ne peuvent pas revenir sur la question. Non, le Congo n'appartient pas à quelques individus. C'est le bien commun, c'est un patrimoine de tous les Congolais, de toutes les Congolaises. Sur des questions engageant notre devenir collectif, il nous appartient à nous tous et à nous toutes en tant que Congolais et Congolaises de pouvoir réfléchir, mais aussi en relisant notre histoire, mais aussi en relisant l'histoire des autres peuples du monde qui ont connu les mêmes problèmes que nous, pour voir comment eux ont fait. On n'a pas vu maintenant, par exemple, que le Brésil est attaqué et qu'on voudrait faire un coup d'État à Dilma. On ne les a pas vus aller demander aux Espagnols qui les avaient colonisés de pouvoir leur venir en aide. Evo Morales, qui c'est en Bolivie, et Maduro au Venezuela, sont eux aussi attaqués, mais on ne les voit pas aller s'agenouiller devant ceux qui les attaquent pour leur demander de les engager sur la voie qui les aiderait à pouvoir rompre avec la pensée néocoloniale, avec la pensée néolibérale. Donc, il y a moyen que ceux qui se sont engagés sur cette voie-là mènent leur réflexion comme ils veulent, mais qu'ils ne puissent pas croire que les autres compatriotes congolais vont boucler leur bouche, la fermer et ne pas réfléchir sur la question. Donc, vous voulez dire que cette recommandation n'est pas opposable à tous? Non, non, il y en a qui y croient et beaucoup d'autres qui n'y croient pas du tout. C'est une recommandation. Et puis donc, n'oubliez pas qu'on n'en est pas à un premier rassemblement de ce qu'on appelle opposition au Congo. Mais ils disent que cette fois-ci c'est une réussite. Puisque... Espérons. D'ailleurs, une réussite qui se trompe sur la véritable cible. La cible du Congo, l'enjeu majeur sur lequel devraient se pencher plusieurs Congolais aujourd'hui, c'est le changement du système de marionnettisme qui s'est installé au Congo depuis 1960. Ça ne date pas de la guerre de l'AFDL. Le marionnettisme, Mobutu a été une marionnette. Beaucoup de ceux qui sont venus après lui ont été des marionnettes, comme M. Joseph Kabila est une marionnette. Mais quand vous prenez une marionnette comme cible et que vous ne voyez pas l'ensemble du système au sein duquel cette marionnette opère, ce cheval de Troie opère, ne nous demandez pas de vous suivre sur cette voie-là. Nous disons, c'est vrai, le système est animé par quelques marionnettes. C'est mieux de pouvoir le transformer, le changer de fond en comble, opérer une rupture avec le système, c'est-à-dire cela peut entraîner les marionnettes qui ont servi, mais pas prendre une seule marionnette comme cible en oubliant que dans cette fameuse opposition-là, il y a beaucoup d'autres marionnettes
je viens de publier un petit article sur le discours, l'entretien que M. Lambert Mende a eu avec les journalistes hier à Kinshasa. J'y fais allusion à un certain programme qu'on appelle Tomiko Tissa, un programme dans lequel plusieurs partis politiques qui se disent de l'opposition aujourd'hui sont engagés avec les agences et instruments de sédition américains. Donc, ils sont coachés et contrôlés de l'intérieur. Et c'est connu. Ils travaillent avec la NED, ils travaillent avec le NDI, ils travaillent avec l'USAID. Et certains d'entre eux, nous les avons rencontrés pour leur dire qu'ils étaient sur une mauvaise piste parce que ces ONG-là affirment elles-mêmes qu'elles font aujourd'hui le travail que la CIA faisait il y a plus de 20 ans. Alors comment voulez-vous, dans votre pays, travailler avec la CIA et croire que ça sera pour le service à rendre à vos compatriotes? Non. Donc il y a là une création d'un groupe d'élite compradors qui vont servir leurs idoles, or et argent, costume, cravate, et qui demain ne pourront pas être au service des populations congolaises. Et comme on dit dans ma langue vernaculaire, nous n'allons pas attendre que le pire nous arrive pour pouvoir procéder à des analyses qui ressortent cette manipulation, qui ressortent ce larbinisme, qui ressortent cet engagement du pays sur une voie sans issue. Oui, monsieur Jean-Pierre Mbelou, je reviens toujours dans le groupement ou rassemblement des Congolais. Pas plus tard que le week-end dernier, vous étiez aussi dans un cadre de raisonnement, comment vous l'appelez, et puis est-ce que ce n'était pas Genval bis? Non, ce n'était pas Genval bis, non. Cet autre cadre de réflexion nous a aidé à pouvoir analyser en profondeur ce qui s'est réellement passé à Genval. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les acteurs? Même si certains compatriotes s'en sont pris à nous en nous qualifiant d'idiots, d'imbéciles, parce que nous posions ces questions-là, comme je venais de vous le dire, le Congo n'est pas la propriété de quelques individus. Ceux qui réfléchissent doivent pouvoir fonder leur réflexion sur des arguments solides, tout en sachant que leur réflexion n'est pas dogmatique. Comme nous, quand nous sommes retrouvés pour réfléchir la semaine dernière, nous avons émis certaines propositions, nous avons formulé une certaine approche de ce qui se passe autour de nous. Nous avons dit qu'il est temps que nous puissions rompre avec la pensée néocoloniale, tout en disant que ce sont des réflexions qui peuvent être marquées par nos limites cognitives. D'autres compatriotes peuvent s'en emparer, les critiquer, les remettre en question, parce que nous ne pouvons pas, dans un pays qui voudrait aller de l'avant, mettre fin au débat permanent, perpétuel sur son sort. On pouvait dire, ah voilà, ils se sont rencontrés à Genval, on croise les bras. Non, 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 non. Nous devons pouvoir discuter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une approche de la politique comme ce qu'on appelait, encore une fois dans ma langue vernaculaire, Massamba Kani, qu'on peut traduire en français par palabre. Donc la palabre doit être permanente, elle ne peut pas être la chasse gardée de quelques individus. Donc on peut poser la question, qui a financé cette rencontre-là? Pour quels intérêts? Il est au service de quels intérêts? Analysons, est-ce qu'il est au service des intérêts des Congolais ou pas? Ne nous demandez pas de ne pas poser ces questions-là, parce que le Congo nous appartient à nous tous. Alors quand nous avons posé ces questions-là, nous pouvons aussi essayer de dresser le cadre, le contexte dans lequel beaucoup de nos débats se passent. Quelle est la pensée que nous promouvons aujourd'hui?
Est-ce une pensée authentiquement congolaise africaine, ou une pensée néolibérale, ou une pensée néocoloniale? Discutons, discutons, argumentons. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile de pouvoir s'afficher sur des selfies à côté de ceux que nous estimons être les grands de notre pays, en costume cravate, mais cela ne suffit pas. Il est important qu'en dehors des selfies, des vidéosphères, nous puissions nous engager dans un débat d'idées et gagner le débat d'idées et entretenir en permanence le débat d'idées. Vous savez, c'est une digression que je fais. Si un monsieur comme Lumumba avait été respecté, ce qui l'a conduit à la mort, c'est parce que c'est un monsieur qui accordait beaucoup d'importance au débat d'idées et qui s'est formé comme autocrate en permanence, comme autodidacte en permanence. Et le Congo était craint à ce moment-là parce que sa matière grise s'imposait du point de vue du débat d'idées. Et nous devons pouvoir reconduire cette façon de fonctionner. Débattre. Oui, mais M. Labembelo, que répondrez-vous à ceux-là qui disent que quand vous êtes réunis, c'était un conclave de M. Honoré Ngwanda? Non, sachez que moi je ne fais pas partie de la Pareco. Ça, nous les savons. N'importe quel groupe peut m'inviter pour que j'ai partagé. Non, on ne dit pas vous faites partie de ça, M. Jean-Pierre Mbelou. Nous disons, oui. On dit que ces rassemblements étaient initiés par M. Honoré Ngwanda et la Pareco. Est-ce vrai? Donc ils voulaient faire leur conclave pour s'opposer au conclave de Genval. C'est une façon de lire ce qui s'est passé. Ouais. Mais que la Pareco ait été l'initiatrice de cette réflexion, c'est vrai. Que vous appelez comment vous appelez? C'est elle qui a initié et qui voulait, elle aussi, plancher sur ce qui s'est passé à Genval. Mais ce n'était pas un Genval bis, non. Ok, alors on avance un peu puisque le temps semble filer, puisque nous avons une matière très importante à décortiquer, M. Jean-Pierre Mbelou. Et si l'opposition s'est réunie, comme l'avons dit au début, ils ont crié à la victoire, une chose qui n'a jamais été faite, où on retrouve les grandes têtes de l'opposition congolaise autour du même table. Et ceci était une conséquence des déclarations de M. Raphaël Katebe-Katoto, quand il était bien sûr au niveau de Genval, on l'a posé la question: est-ce vous qui étiez à la base de l'organisation de cette conférence? Dans quel but vous faites la démarche d'amener Moïse Katumbi chez Tshisekedi? Et lui ajouta pas seulement Katumbi et Moïse Katumbi, aussi Kyungu Akumwanza, qu'on a vu après tout ce qu'on a connu, serrer la main à M. Etienne Tshisekedi. Et en plus de ça, Katumbi lui-même, quelques mois plus tôt, il dit: l'opposition congolaise n'a jamais eu l'occasion de se retrouver ensemble. Moi, je suis en train de faire tout pour les rassembler. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui s'est fait actuellement, on peut mettre dans l'actif de la famille Katebe-Katoto et Moïse Katumbi? Vous posez plusieurs problèmes à la fois. Tout à fait. Écoutez, est-ce qu'on peut pas... À quoi est-ce que cette opposition s'oppose? À quoi? À ce que vous avez appelé occupation et le pays sous tutelle. Non, c'est ça le problème. Vous voyez, là, vous vous êtes laissé prendre à mon piège. Si c'était une opposition qui avait cerné les grands problèmes, c'est-à-dire l'occupation du pays, la mise du pays sous tutelle, on ne l'appellerait pas opposition. On l'appellerait par exemple mouvement de résistance. Parce que elle s'organiserait de façon à faire face aux questions réelles, l'occupation de nos terres, l'extermination de nos populations, la mise sous tutelle du pays. Mais cette fameuse opposition s'est laissée entraîner dans un faux processus politique. Et si vous visualisez certaines matinées de Valentin Moubaké, vous allez tomber sur une matinée du mois de mai, au cours de laquelle il dit ceci:
Thabo Mbeki leur a dit en Afrique du Sud qu'il lui a été demandé de leur imposer Joseph Kabila. Vous me suivez bien? Tout à fait. C'était en 2001. Donc tout le processus politique initié en 2001 s'est joué autour de cette imposition de M. Joseph Kabila par les forces extérieures. Alors, quand, après 2001, on nous parle d'un Congo qui serait devenu une jeune démocratie, je me dis, est-ce que nous comprenons encore les mots que nous utilisons? Est-ce que la démocratie signifie qu'on puisse avoir, dans un pays, une marionnette imposée par les forces extérieures? Et quand vous lisez les derniers textes produits après la sortie médiatique de M. Moïse Katumbi, il vous dit lui-même ceci. Pour éviter qu'il y ait bain de sang, les députés ont corrigé, ont beaucoup travaillé pour que l'âge du candidat à la présidence puisse être rabattu dans la Constitution. C'est ainsi que M. Joseph Kabila a pu se présenter à la mascarade électorale de 2006. Mais pour qu'il y ait des concessions et que cet âge soit rabattu, on a dû corrompre les députés. Et nous avons suivi cela de plus près. Il y a des amis qui peuvent se reconnaître aujourd'hui, qui étaient à ce moment-là à ce fameux Parlement, qui nous appelaient pour nous dire, voilà, aux députés de tel parti, on vient de donner autant d'argent. Est-ce que nous pouvons en conscience parler d'un processus politique démocratique qui aurait départagé les Congolais entre majorité et opposition dans un pays où il y a eu un nègre de service imposé à la tête du pays et puis corruption permanente des députés pour que ce nègre de service se maintienne. Donc, on s'est engagé avec ce jeune homme, ce monsieur, je m'excuse, dans un faux processus politique. Alors, cette opposition a accompagné ce faux processus politique. Et certains membres de cette opposition nous l'ont présenté comme étant un docteur, un licencié en droit d'une université de Washington, des États-Unis, quelque chose comme ça. Donc il y a eu beaucoup de Washington University. Oui, il y en a même qui ont reconnu après qu'ils avaient menti. Donc on est parti sur un mensonge, un gros mensonge, un processus politique mensonger, mais qui a détourné nos populations, notre peuple, des véritables enjeux que sont l'occupation des terres, l'extermination des Congolais, le génocide congolais et la mise sous tutelle du Congo. Alors, si aujourd'hui ces messieurs se retrouvaient autour de ces questions-là, on les comprendrait. Mais ils vous disent, eux qui ont accompagné M. Joseph Kabila jusqu'à ce jour, eux qui ont été les membres du statu quo congolais, eux qui ont donné à M. Joseph Kabila une identité et un patelin, comme dirait M. Ngoï Moukena, ils retournent le Kazakh et commencent à dire, oh voilà, nous nous opposons. Non, on dit, c'est de la blague. En principe, ils sont tous comptables de cette gestion mensongère du pays par ce que M. Laurent Désiré Kabila avait appelé le conglomérat d'aventuriers. Oui, monsieur Jean-Pierre Mbelou, tout à fait, mais je reviens toujours à la question. On dit que c'est Katumbi et son frère. Ils se sont mis ensemble pour dire, bon, maintenant nous voulons amener tous les opposants autour du même table pour, espérons-le, avoir au moins un candidat unique. Pour cette fois-là, que le candidat soit un candidat des Congolais, pas une marionnette de l'extérieur. Mais, monsieur Don, il se moque de qui? Allez sur Internet, tapez Moïse Katumbi et le lobby américain. Ce sont des articles qu'on sait lire, monsieur Don Kayembe. Donc, je crois qu'il y a des mensonges répétés qui risquent de devenir des vérités. Pourquoi? Parce que, je m'excuse, nous lisons trop peu et nous revenons trop peu sur notre histoire immédiate.
Allez sur Internet, tapez M. Moïse Katumbi et les lobbies américains, vous allez voir. Donc, comme nous l'avons mis dans l'un de nos derniers articles, Moka et Joka théâtralisent une scène déjà jouée. Allez réécouter l'interview que Herman Cohen a donnée à Al Jazeera. Herman Cohen avait déjà cette solution qui est en train de se dessiner. Il dit, nous ne voulons plus travailler avec M. Joseph Kabila, nous devons trouver une autre personne. Le Congo a Etienne Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Alors, si Kabila accepte de partir, nous allons tout faire pour qu'on lui trouve une loi d'amnistie pour couvrir ces crimes de guerre. Vous m'entendez bien, donc? Oui. Pour couvrir quoi, ces crimes de guerre? Parce que quand ils sont entrés avec l'armée de son père n'avait pas l'armée, c'était l'armée ougando-burundaise, ils ont tué plus de 80 000 Hutus. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Donc, pour couvrir ces crimes de guerre, c'est bien qu'on lui trouve une loi d'amnistie. Et la personne qui pourrait faire cela, c'est M. Moïse Katumbi. Et quand vous lisez les dernières sorties médiatiques de M. Moïse Katumbi, il dit ceci, je paraphrase, si M. Joseph Kabila sort par la force, il devra répondre devant la justice. S'il sort pacifiquement, il sera le père de la démocratie congolaise. Donc, quelqu'un qui est là par fraude, tricherie, comment est-ce qu'il peut devenir le père de la démocratie congolaise? Donc, des histoires à dormir debout. Donc, ce rassemblement-là est une théâtralisation du changement d'une marionnette par d'autres marionnettes. Maintenant, la question qui reste à poser, c'est celle-ci. Est-ce que tous les Congolais vont se laisser prendre dans ce piège de rassemblement sur de fausses questions, sur de faux débats? C'est ça la question. Est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir mobiliser les masses populaires congolaises autour des véritables enjeux? Les terres, les airs, les forêts, les mers, l'extermination de nos populations, l'occupation, la mine. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir aller à ces véritables questions? Est-ce que vous ne voyez pas que tout semble être déjà joué, M. Jean-Pierre Mbelou, que c'est Moïse Katumbi qui succédera à Kabila, qu'il pleuve ou qu'il neige? Oh non, 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 vous y allez trop vite, vous allez trop vite en besogne. Cela est une des possibilités, mais ce n'est pas l'unique possibilité. C'est aussi, bon, c'est la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre, Quand le Congo, c'est bien de connaître la stratégie de l'autre. Les maîtres du monde, comment travaillent-ils? Ils peuvent vous surprendre, ils peuvent vous donner l'impression qu'ils sont derrière Moïse Katumbi, et demain, ils vous surprennent avec un autre nègre de service. Voilà pourquoi il est important d'étudier à fond leur mode de fonctionnement. N'allez pas trop vite en besogne en disant qu'il pleuve ou qu'il neige, ça sert à lui. N'oubliez pas que tous les Congolais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et lui-même, quand vous lisez quand vous lisez l'une de ces interviews, il n'est plus très sûr de lui. Vers la fin de l'interview, il dit, si c'est moi le candidat. Et maintenant, revenons sur cette histoire de rassemblement. On nous ment en nous faisant croire ceci, que les élections passées, l'opposition n'a pas pu les gagner parce qu'elle y est allée en ordre dispersé. C'est faux. Monsieur Ngoï, qui est en prison malade là, monsieur Christopher Ngoï, a essayé d'étudier cette petite question-là et il y répond en quelques mots. Ces élections ont été truquées, ça a été des mascarades organisées pour plébisciter M. Joseph Kabila. Donc, même s'il y avait eu rassemblement,
c'est lui qui avait été plébiscité, qui devait pouvoir être mis là où il est aujourd'hui. Parce que, et ça c'est moi qui ajoute, il y avait des problèmes de géostratégie et de géopolitique. Monsieur Paul Kagame et monsieur Museveni ne pouvaient pas travailler facilement, ils ne pouvaient pas travailler avec un patriote ou un nationaliste congolais. Voilà pourquoi on leur a trouvé un cheval de Troie. Et quand vous lisez le livre de Pierre Péan, Carnage, guerre secrète en Afrique, Pierre Péan y a mis une confidence qui lui a été faite par Sassou Nguesso en 2008. Sassou Nguesso lui a dit ceci: Monsieur Joseph Kabila est un cheval de Troie de Paul Kagame. Pendant la journée, ils font semblant de ne pas s'entendre, mais la nuit, ils sont ensemble. Or, en Afrique, c'est la nuit que les grandes choses se passent. Donc, il ne faut pas perdre. Et notre misère, c'est que, au fur et à mesure que les jours, les années et les mois passent, nous oublions certaines données historiques qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que ces messieurs-là jettent leur dévolu sur les jeunes qui ne savent plus grand-chose de notre histoire collective. Ah, il faut répandre ces faits-là, il faut répandre ces données-là. C'est bien d'indiquer les sources. Ceux qui veulent aller fouiller peuvent aller fouiller par eux-mêmes. Et depuis que Sassou Nguesso a dit cela, M. Joseph Kabila ne l'a jamais démenti. Et puis, vous avez des interviews que vous savez retrouver dans Akan le Congo. Lui-même, Paul Kagame dit que ce soit le RCD, l'AFDEL et tous ces messieurs-là, c'est nous qui les avons créés. Vous voyez? Donc, il était difficile qu'on puisse travailler avec un patriote et un nationaliste congolais. Alors, pour cacher cette difficulté, on vous dit, ah, ils ont perdu aux élections. Mais il n'y a pas eu élection. Il y a eu tricherie, il y a eu mascarade. Donc, on vous met devant des faits accomplis que vous ne savez pas remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on voudrait vous prendre à défaut. Ah voilà, vous n'avez pas été unis. Les élections supposent des débats, des antagonismes qu'on essaye de dépasser par le débat. Et il y a une différence, une grande différence entre l'unanimisme et l'unification. On s'unifie par le débat, c'est par le débat, par les échanges, que les points de vue. Où est-ce que M. Joseph Kabila a mené son débat avant les élections de 2006 et de 2011? Vous l'avez suivi? Il a fait la campagne. Il a mené des débats télévisés où? Non, des campagnes donc, vers le peuple pour leur parler de stratégie. Il a parlé au peuple où? En 2006 et en 2011. Non, en 2011, il a fait quand même tournée du Congo. Et vous avez reconnu, est-ce que vous savez que lui-même, en 2011, a reconnu qu'il y avait eu des fraudes et des tricheries? Tout à fait. Non, monsieur Jean-Pierre Mbelou, évoluons un tout petit peu. Donc, nous revenons toujours dans cette actualité du changement au pays. Donc, comme c'était dit par les occupants de Genval, ils ont dit ceci: nous faisons tout pour sauvegarder la Constitution et assurer une alternance démocratique cette année. Et eux d'ajouter qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait élection cette année. Que dites-vous? Il n'y aura pas élection cette année. Le président de la fameuse majorité présidentielle au Parlement, M. Shadari Ramazan, il leur a répondu. Il a dit qu'il n'y aura pas élection cette année. Vous voyez, l'usage des mots n'est pas innocent. Il ne parle pas d'alternative, il parle d'alternance. C'est-à-dire, le système va être maintenu, mais ce sont les chauffeurs qui de la locomotive Congo qui vont changer. Donc, ils nous promettent une continuité du système de notre abêtissement et de notre assujettissement. Mais ils ne veulent pas qu'on en discute. Ça, c'est d'un de deux.
Il n'y aura pas élection cette année-ci, à moins d'une surprise de dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu élection. Je me répète, il n'y a jamais eu élection. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas été élu. La pré-gestion du pays, chaotique du pays, n'est pas encore assurée. Vous n'allez pas lui demander d'organiser des élections démocratiques. Pourquoi? Il va scier la branche sur laquelle il est assis. On risque demain de lui demander des comptes sur le génocide congolais dans lequel il a été impliqué. Vous voyez? Ça, c'est de deux. Ceux qui sont là, comme ils sont un conglomérat d'aventuriers, ils se sont décivilisés en menant cette guerre de basse intensité. Il n'y a pas eu de justice transitoire au Congo. Cette justice transitoire, si elle avait eu lieu, elle aurait permis, un début de ce que nous appelons la recivilisation. Donc, ils ne se sont pas recivilisés, ils sont prêts à faire couler le sang congolais pour rester calife à la place du calife. Nous ne devons pas nous leurrer. Alors, mais maintenant, c'est que... Oui. Oui, alors, que dites-vous de leur stratégie où on dit, après le 19 décembre, Kabila doit quitter, M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, prend le pouvoir en vue d'assurer la transition et fatalement, ce qui n'a pas été dit mais qui s'est dit en silence, pour organiser les élections afin que Katumbi, Moïse, soit à la commande. Monsieur Don Kayembe, ce qui se joue entre ces forces-là, c'est d'abord la question du rapport des forces. Comment vont-ils faire pour renverser les rapports de force? Ont-ils eu suffisamment de temps, auront-ils suffisamment de temps pour ameuter les masses populaires qui pourront les accompagner dans ce travail de renversement des rapports de force? Quelle armée ont-ils pour qu'ils soient aidés dans ce renversement des rapports de force? Ils disent leur armée, c'est le peuple congolais. Ah oui, espérons qu'ils pourront. Mais ce qui est à redouter, c'est ce qui s'est passé le 19, le 20, le 21 et le 22 janvier 2015. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu un groupe d'opposants qui s'est enfermé dans une permanence et qui a laissé les populations congolaises seules dans la rue? Ils ont dit qu'ils ont été embricabardés. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, il y a là ce qu'on pourrait appeler de la sorcellerie. Donc, on offre les populations congolaises sur un plateau doré pour qu'on les tue et qu'après, ceux qui s'étaient enfermés et qui pourront encore s'enfermer dans leur permanence puissent arriver à créer un gouvernement d'union nationale avec ceux qu'ils prétendent. Je vous dis qu'ils ne parlent pas d'alternative, ils parlent d'alternance. C'est-à-dire, ils sont capables demain de créer un gouvernement d'union nationale avec leurs amis de la majorité présidentielle. Il faut les voir, ils vous disent eux-mêmes qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent. Pourquoi doivent-ils, comme des sorciers, comme des vampires, se servir du sang congolais pour qu'après, ils fassent un gouvernement d'union nationale? Mieux vaut qu'ils fassent déjà ce gouvernement d'union nationale sans mentir au peuple. Donc, le peuple devrait être très très vigilant. Si par son propre engagement, il se dit, on met au quotidien, les morgues à Kinshasa sont pleines chaque jour, la famine, la malaria, les maladies tuent nos populations chaque jour, nos populations peuvent dire, s'il y a un changement en profondeur, nous saurons demain nous tirer d'affaire, nous nous engageons à pouvoir impulser ce changement-là. Que ce soit une décision qui vienne de la base et non une orientation imposée d'en haut
par des copains et des coquins. C'est ça l'enjeu. Est-ce que demain, le renversement des rapports de force sera orchestré par des masses populaires ayant compris les enjeux, ou les masses populaires se laisseront entraîner par les copains et les coquins pour qu'ils aillent se faire trucider dans la rue afin que les copains et les coquins se mettent ensemble et forment un gouvernement d'union nationale. Voilà encore un enjeu sur lequel nous devons pouvoir beaucoup réfléchir, tout à fait, écrire et faire des propositions. Oui, alors, M. Jean-Pierre Mbelou, l'avant-dernière question. Donc, à la place de ce rassemblement de jeunes Val et à la place de leurs recommandations pour un changement radical de fond en comble en République, pour paraphraser votre dénomination, au Congo-Kinshasa, qu'est-ce que vous proposez? Nos propositions se trouvent dans ce livre À quand le Congo, et je viens d'y faire allusion. La grande proposition, c'est de procéder à l'éducation citoyenne des masses populaires. Que les masses populaires commencent par comprendre ce que beaucoup de compatriotes ont déjà compris aujourd'hui, que le pays est sous occupation et sous tutelle, que ces terres sont dévastées pour être occupées. Donc, qu'il y ait d'abord un travail sérieux d'éducation des masses. Mais ça va prendre très longtemps, M. Jean-Pierre Mbelou. Oui, les grands changements prennent du temps. C'est quand nous alors, pour dire, ceux qui sont au pouvoir, ils restent, et nous continuons d'abord à éduquer le peuple. Non. Ça peut se faire concomitamment, très cher frère. Hein, ça peut se faire concomitamment. Hein, cela d'autant plus que, comme je vous disais là, il y a des partis politiques qui, tant bien que mal, ont initié des matinées politiques. Ça, c'est déjà une éducation politique, une politisation des masses. Une première proposition. Politiser le plus possible les masses à travers les matinées politiques, mais aussi à travers ce que nous appelons les Massambakani, une palabre permanente auprès de nos masses populaires, et le petit reste que nous appelons les intellectuels organiques et structurants qui ont déjà compris ces enjeux-là, va pouvoir travailler comme le levain dans la pâte de nos masses populaires, pour que cette pâte puisse se lever et se prendre en charge. Donc vous proposez l'éducation politique à la place de l'éducation civique? Non. Je parle de la politisation. La politisation de masse, c'est à la fois une éducation civique, une éducation politique. C'est tout cela à la fois. Une deuxième proposition. Pour que ces masses se lèvent, nous devons pouvoir les rencontrer dans ce qu'on appellerait, dans ma langue vernaculaire, les toufaons, et que nous appelons en français les collectifs citoyens. Les masses doivent pouvoir s'identifier, les citoyens doivent pouvoir s'identifier à la base et constituer des collectifs qui aillent au-delà des dénominations politiques, philosophiques et religieuses. Mais toute action, M. Jean-Pierre Mbelou, toute action menant à mettre les gens ensemble pour raisonner ou bien pour réfléchir ensemble, ils sont tous étouffés par le système en place, dit-on. Oui, mais le système en place ne va pas offrir aux Congolais leur liberté, leur droit à l'autodétermination, comme sur un plateau doré. La liberté s'arrache. Voilà pourquoi nous en appelons à ce travail des élites structurantes et organiques, comme poissons dans l'eau, dans les masses populaires. Nous en appelons aussi à la constitution des collectifs citoyens, des citoyens fondés sur les enjeux, et des collectifs qui se rencontrent autour de ces enjeux et qui vont au-delà
des appartenances partisanes. Deuxième solution. Troisième, ces élites organiques et structurantes doivent pouvoir constituer ce que nous appelons un leadership collectif. Voilà, c'est là où je voulais en arriver, M. Jean-Pierre. Nous en avons marre des présidents, des leaders charismatiques. Des présos. Oui, nous en appelons à la constitution d'un leadership collectif, c'est-à-dire que les Congolais, ayant compris les enjeux et luttant pour une alternative au Congo, se mettent ensemble et fassent la division du travail entre eux. Division du travail sur les véritables enjeux et non une opposition contre un cheval de Troie. Vous voyez un peu le changement de perspective. Se mettre ensemble comme un leadership collectif autour des enjeux, des questions essentielles. Alors, se mettre ensemble, collectif citoyen, masse populaire devenue des murges de leur destinée, voilà les trois propositions que nous faisons pour le moment. Il y en a d'autres qui ne doivent pas nécessairement être mises sur la place publique. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, le leadership collectif, je pense on avait eu une première occasion de voir naître, c'était avec l'UDPS. Quand l'UDPS a commencé, c'était un directoire collégial et les conséquences, nous les connaissons. Oui, mais on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, nous pouvons aussi apprendre de nos erreurs. Vous voyez? C'est ça. Il y a un apprentissage permanent auquel nous sommes invités. Le leadership collectif permet qu'on puisse faire une bonne division du travail à temps pour éviter des surprises, pour éviter des tiraillements à la dernière minute. Je prends un exemple simple. Un leadership collectif devrait par exemple organiser la gestion du pouvoir. Donc, si vous devenez président demain, un tel ami va occuper tel poste, un tel autre occupera tel poste, les autres pourront par exemple attendre leur tour. Des choses déjà arrangées à l'avance, de façon que si l'un des membres du leadership collectif meurt ou est assassiné, que le travail se poursuive sans désemparer. Tout à fait. Ok, Monsieur Jean-Pierre Mbelou, je pense qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup analysé. Alors, je pense qu'il nous reste qu'une minute juste pour vous résumer et donner votre réflexion aux Congolais et au monde qui nous suit présentement. J'invite mes compatriotes à pouvoir se concentrer sur les enjeux réels du pays, l'occupation du pays, la mise du pays sous tutelle. J'invite mes compatriotes à pouvoir apprendre à travailler dans des collectifs citoyens, à se former et à s'informer, à s'inspirer de nos traditions, de nos cultures, sur la gestion du pouvoir. J'en appelle à la constitution d'un leadership collectif et que nos masses populaires, petit à petit, se prennent en charge, deviennent capables, à partir d'une éducation, d'une politisation bien conçue, qu'elles deviennent capables de pouvoir renverser les rapports de force qui, jusqu'à ce jour, nous sont défavorables, afin que demain, il y ait dans ce pays-là, pas simplement une alternance, mais une alternative politique qui respecte notre souveraineté. En tout cas, grand merci, M. Jean-Pierre Mbelou. Je voudrais vous demander si prochainement nous pouvons nous retrouver pour un peu aller en profondeur du contenu de votre livre qui semble avoir une matière sur les problèmes actuels du pays. Et si cela pourrait vous arranger. Oui, ça va m'arranger et je serai à votre disposition. Ok, alors merci beaucoup, M. Jean-Pierre Mbelou. Merci pour votre temps et à la prochaine. À la prochaine, non. Bye bye. Bye.